Il y a aussi une deuxième approche en fonction des métiers. On vient d'évoquer les métiers en évoquant la segmentation du marché du travail. On va les évoquer de nouveau, mais sous un autre angle, qui lui aussi a un impact sur l'offre et la demande d'emploi. Certains métiers, en effet, vont apparaître plus attrayants ou plus problématiques que d'autres. Et des chercheurs ont mis en évidence la notion de cycle de vie de chaque métier. Vous voyez sur le graphique cette courbe en cloche, qui est d'ailleurs caractéristique de tous les cycles de vie. On a en abscisse de gauche à droite donc les métiers émergents, les nouveaux métiers, les métiers en survie et les métiers perdus. Il peut y avoir plusieurs lectures de cette courbe. Naturellement, on peut considérer que l'ensemble de ces métiers peuvent cohabiter dans une même firme. Ça renvoie un tout petit peu à la matrice du cycle de vie des produits, à la matrice de Bruce Anderson du Boston Consulting Group. Ou alors on peut considérer que la courbe peut figurer un même métier qui évolue dans le temps en plusieurs phases. Je dirais très schématiquement naissance, vie, mort des métiers. C'est un peu le sens du graphique où on a le terme métier au singulier, donc c'est le même métier, on peut considérer que c'est le même métier qui va évoluer dans le temps. Ou encore ça peut représenter la situation sur le marché du travail, où on a la cohabitation là aussi de différents types de métiers. Et en ordonnée, par exemple, on aurait la situation du marché du travail avec l'offre et la demande d'emploi. Donc on peut avoir également ça sur le marché du travail idéal et global. Alors dans tous les cas, il est important pour la firme de savoir à quel type de métier et à quel stade de maturité est confrontée son offre d'emploi. Ça va être en effet différent, du point de vue en tout cas du marketing RH, de proposer des offres d'emploi dans des métiers émergents ou dans des métiers perdus ou en survie positive ou dans des nouveaux métiers. Alors voici quelques définitions qui sont extraites du même ouvrage que la courbe, à savoir l'ouvrage de Franck Briet et Franck Lavoile, Marketing RH de 2017. Premier type de métier, les métiers émergents. Ce sont ou c'était des métiers pour lesquels il pouvait y avoir plusieurs métiers antérieurs à la base de ces nouveaux métiers, ou de ces métiers émergents, pardon. Il fallait peut-être savoir un peu d'électronique, un peu de programmation, des notions de ce type-là pour recomposer en fait un nouveau métier, un métier émergent. Je pense par exemple au métier qu'on appelle concepteur de sites web. Il y a quelques années, donc une quinzaine d'années dirons-nous, le métier de concepteur de site web n'était pas répertorié au sens propre, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le répertoire national des certifications professionnelles ou dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Alors, juste je fais une parenthèse pour signaler que moyennant un peu de pratique, ces répertoires, le ROM et le RNCP, sont de bons outils pour savoir si on a affaire à des métiers émergents, nouveaux, ou à survie positive, ou des métiers perdus. Ces répertoires permettent notamment de définir le contenu des métiers, des certifications qui peuvent exister, si elles existent. Et ces répertoires aident aussi les firmes à établir des profils d'emploi, diplôme exigé, fonction, rémunération, etc. Le RNCP en particulier renseigne sur les offres de formation et indirectement sur le stade atteint par les métiers dans leur cycle de vie. Par exemple, les métiers émergents ou les métiers perdus ont en commun, pour des raisons opposées, la faiblesse du nombre d'offres de formation. Une fois que ces métiers sont repérés, chacun peut savoir avec sa propre expérience quels sont les métiers émergents et quels sont les métiers perdus, par exemple. Voilà, je ferme la parenthèse sur ces métiers émergents, donc indiqués sur la diapo. Deuxième catégorie de métiers mise en évidence dans le cadre du cycle de vie, mise en évidence par les auteurs, Franck Lavoile et Franck Briet. Les nouveaux métiers. Alors ce sont des métiers qui vont naître à partir de métiers émergents le plus souvent, mais il va y avoir un plus.
qui va être l'aspect de formation certifiée. Et ça, c'est très important pour les entreprises. En particulier, ça permet de savoir si la personne à recruter est officiellement qualifiée dans tel ou tel domaine, et ça évite à la firme d'avoir à tester elle-même la qualification de la personne, voire ça lui évite d'avoir à la former. Alors certaines grandes entreprises, par exemple dans les technologies nouvelles, les technologies de pointe, hein, je pense à Thales, à Airbus, à Schneider, etc., justement, comme elles travaillent sur des technologies de pointe, vont requalifier elles-mêmes dans de nouveaux métiers des personnes qui ont des diplômes qui ne correspondent pas forcément aux métiers qu'elles sont amenées à exercer. Mais les diplômes de base sont suffisants pour pouvoir entrer dans la firme et travailler sur des domaines de pointe, hein, comme je l'indiquais à l'instant. Alors donc les nouveaux métiers se distinguent souvent des métiers émergents parce qu'ils fonctionnent sur la base, ces nouveaux métiers, sur la base de certifications officielles obtenues après des cursus de formation explicites. Et ces cursus de formation sont également certifiés. C'est vraiment quelque chose de bien verrouillé, si vous voulez, si on peut employer ce terme. Troisième type de métier dans le cycle de vie, les métiers en survie positive. Comme je l'indique sur la diapositive, il s'agit, selon Lavoie et Briet, de métiers à maturité. Ce sont en particulier des métiers dont les formations et les compétences sont explicites et parfaitement connues et surtout reconnues. Cependant, ils sont considérés comme en survie positive, entre guillemets, ce qui peut paraître un peu négatif pour leur avenir, tout simplement parce que dans certains cas, les formations et les compétences doivent évoluer au risque de voir les métiers disparaître purement et simplement. Imaginons par exemple le travail d'enseignant, j'y reviens. En formation initiale, il se pratique à partir de connaissances acquises par les études et qui sont transmises aux élèves regroupés en classes. Souvent, les classes sont formées par année de naissance, d'où d'ailleurs le terme classe d'âge aussi. Peut-être que ce métier d'enseignant, donc c'est une catégorie très très générique, on a vu qu'il y avait des niveaux, qu'il y avait également des spécialités qui distinguaient en quelque sorte le métier à l'intérieur de cette grande catégorie que j'appelle les enseignants. Mais disons que bon, ce métier d'enseignant, le métier générique s'il existe, va quand même devoir évoluer. Pour plusieurs raisons, j'en vois au moins trois. D'abord, le nombre de candidats au concours de recrutement diminue chaque année, au regard en particulier des difficultés du métier, des problèmes d'affectation géographique, quelquefois de l'absence de perspective. C'est ce qu'on a appelé dans l'Église catholique, par exemple, il y a quelques années, la crise des vocations. Ben, il y a une crise des vocations également dans l'enseignement qui se manifeste, je dirais, à tous les niveaux de l'enseignement, mais qui a commencé dans le primaire, dans le secondaire et qui atteint le supérieur également. Alors ça ne veut pas dire qu'on est en situation où il y a moins de candidats au concours qu'il n'y a de places. Mais je dirais par rapport à des années antérieures, disons il y a 10, 20, 30 ans, l'écart, si vous voulez, entre le nombre de candidats et le nombre de places se réduit de plus en plus. Il y a une deuxième raison qui, à mon avis, pourrait être à l'origine de l'évolution de ce type de métier. Donc un métier qu'on pourrait considérer, selon la courbe, bien portant en quelque sorte, mais qui est qualifié quand même de métier en survie positive. La deuxième raison réside dans la généralisation d'Internet, qui rend de nombreuses connaissances enseignées, non pas obsolètes, mais facilement accessibles à tous, ou presque. Autrement dit, je dirais... un étudiant, un élève, n'importe qui le souhaite, à un coût assez faible, peut avoir accès à beaucoup de connaissances, beaucoup plus de connaissances d'ailleurs qu'on ne peut en exploiter. Et donc c'est une sorte de concurrence par rapport aux enseignants. Je reviens encore une fois dans le passé, il y a, disons, 30, 40, une quarantaine d'années. On ne va pas remonter plus haut, mais on peut imaginer remonter plus haut, bien sûr, 50, 60, 70 ans. Bon. L'information, les connaissances, si vous voulez, étaient relativement rares.
Il fallait aller chercher l'information. On l'a trouvé où? On l'a trouvé dans les enseignements, hein, c'était la première source. On complétait ces enseignements avec du travail en bibliothèque. Dans le travail en bibliothèque, les ressources étaient importantes, mais relativement rares par rapport à ce qu'on connaît maintenant, par exemple sur les moteurs de recherche, etc. Cette information était coûteuse, il fallait aller la chercher. Et elle était rare. Désormais, on a totalement changé de vision. L'information distribuée, si on peut dire, en termes de produits de consommation qui est distribuée, ou les enseignements qui sont distribués par les enseignants, hein, par les professeurs, finalement peut être accessible, comme je l'indiquais, assez facilement et à des coûts très faibles, des coûts de recherche, je dirais, très très faibles. Donc c'est une concurrence qui n'est pas à négliger et ça va être une ressource supplémentaire bien sûr pour les élèves, les enseignants, hein, aucun doute là-dessus. Mais ça va sans doute remettre en cause les enseignants, en tout cas une partie des enseignants, ou en tout cas, encore une fois, une partie des manières d'enseigner. Et puis il y a une troisième raison qui fait que ce métier d'enseignant pourrait être, comment dirais-je, amené à évoluer. C'est que, ça c'est une raison un tout petit peu plus récente, mais qui a des racines profondes hein, finalement, c'est que peut-être que l'enseignement à distance en direct, sous forme de visioconférence, l'enseignement en distance, je dirais en différé sous forme de vidéo enregistrée, va peut-être se généraliser, pas nécessairement sous l'effet des épidémies. Je dirais, je ne fais pas de relation immédiate entre la conjoncture et une évolution beaucoup plus structurelle, mais si on met de côté hein, cet aspect-là, on voit qu'il est quand même intéressant et facile de capter des vidéos sur n'importe quoi. Enfin, quand je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais sur des choses qu'on veut apprendre. Et il y a une offre considérable hein, sur YouTube, par exemple, des moteurs de recherche comme YouTube. Vous pouvez apprendre à faire les éléments de plomberie pour vous dépanner. Je suis persuadé qu'on peut dépanner sa voiture aussi, peut-être de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus d'électronique, hein, un peu inaccessible aux non-professionnels. Mais enfin bon, je pense qu'on peut faire énormément de choses, aussi bien ça va de la cuisine à la plomberie, à la fiscalité internationale, à l'histoire, à tout ce que vous voulez, au marketing RH peut-être. Je n'ai pas eu l'occasion de regarder. Mais vous voyez, donc, ces métiers à maturité, comme le sont les métiers en survie positive, ils sont bien verrouillés, les formations et les compétences sont bien cernées, sont maîtrisées, mais l'environnement va conduire sans doute à des évolutions. Et à défaut de disparaître, hein, le métier d'enseignant va sans doute devoir adapter une adaptation des savoirs, une adaptation des modes de transmission et d'acquisition aussi des savoirs, des connaissances, et aussi sans doute une évolution dans les modes de contrôle des connaissances et les modes de certification de ces connaissances. Alors là, de ce point de vue-là, on voit quand même qu'il y a une évolution considérable hein, qui se produit, même si elle est relativement lente, mais on en voit quand même la direction avec de plus en plus de contrôle continu. Depuis l'épidémie, donc là, beaucoup d'enseignements sont passés à distance, mais beaucoup de contrôles des connaissances sont passés à distance, et ça alimente, si vous voulez, la diplomation, hein, la certification, la délivrance des diplômes. Tout ça, c'est important. Des examens traditionnels changent de forme. Je pense par exemple au baccalauréat, etc. Donc, une évolution dans ce domaine-là. Et puis, il y a les métiers perdus. Alors là, bon, il n'y a pas d'ambiguïté sur le terme, hein, comme c'est indiqué dans la diapositive. Ce sont des métiers en déclin, hein, caractérisés par le fait que les offres d'emploi diminuent hein, ou disparaissent. On cherche de moins en moins ces métiers. Les employeurs cherchent de moins en moins ces métiers. Les profils professionnels tendent aussi progressivement à disparaître, ainsi que les filières de formation à ces métiers. Donc les enseignants, donc les centres de formation, donc les contenus pédagogiques, donc les modalités de certification des compétences. Donc, vous voyez, il y a toute
tout un système de filière, un environnement au diplôme, au métier, enfin au métier, et avant les métiers au diplôme, et avant les diplômes à la manière dont tout ça se passe. Donc il y a vraiment une évolution de fond dans ce domaine-là qui est en cours. Et éventuellement, ces métiers peuvent se pratiquer ou se transformer en activités marginales. Alors là non plus, c'est pas péjoratif, mais ce ne sont plus des activités professionnelles, mais elles peuvent être pratiquées en amateur. Alors par exemple, il y a des métiers qui ont quasiment disparu, je pense, à vérifier quand même. Je pense au métier de forgeron, au métier de maréchal ferrant, qu'on ne retrouve plus que de manière probablement là aussi marginale autour des clubs équestres, en tout cas pour les maréchaux ferrants. Et donc ça, c'est une véritable question. Je ne dis pas que c'est forcément un problème, puisque c'est une évolution. On a parlé de cycle de vie, donc il y a forcément un renouvellement, mais ces métiers-là sont vraiment en déclin ou moribonds. Alors, je pense à une ou deux anecdotes par parenthèse, qui concernent la marine marchande. Euh, il y a quelques années, c'était au début des années 2000, autant que je me souvienne, euh, les officiers de la marine marchande et les futurs commandants qui étaient en formation à l'École nationale de la marine marchande de Marseille, qui est devenue il y a quelques années l'École nationale supérieure maritime, ces officiers et ces futurs commandants recevaient un enseignement sur les moteurs à vapeur. Alors je dis bien les moteurs à vapeur, c'est-à-dire les moteurs à piston, qu'on appelle les moteurs alternatifs, pas les turbines. Les turbines à vapeur existent encore, notamment pour produire l'électricité à partir de vapeur, par exemple autour d'un incinérateur, par exemple, un incinérateur d'ordures. Vous allez avoir la production d'électricité à partir de vapeur souvent. Bon. Et ça se fait par turbine. Là, je parle donc des moteurs à piston. Alors, ces moteurs-là, je signale qu'ils sont plus fabriqués, ils n'étaient déjà plus fabriqués ni installés sur les navires depuis des années et des années. On est quand même là dans la marine marchande, donc pour le propos, il faut signaler que ça faisait bien des années qu'on n'installait plus et qu'on ne fabriquait plus d'ailleurs de moteurs à vapeur. Le cours, donc l'enseignement, si vous voulez, sur les moteurs à vapeur a été supprimé, en fait, lorsque un très très vieux professeur, enfin pas très vieux, mais largement plus de la soixantaine, qui l'enseignait est parti à la retraite. Et il n'a pas eu de successeur dans ce domaine, puisque c'était un domaine qui était justement en perte de vitesse, notamment du point de vue technologique, et plus personne, à ma connaissance, en France, ne fait depuis lors de cours sur les moteurs à vapeur. Et dans quelques années, plus personne ne saura utiliser ou réparer de telles machines, puisque les élèves des écoles, les élèves officiers, etc., les élèves mécaniciens, etc., eux qui avaient suivi les cours de ce vieux professeur, vont partir à la retraite, et puis plus personne ne saura faire. Donc là, pour prendre une analogie technique, la pompe va être désamorcée. C'est-à-dire, vous voyez, il y a tout un cycle qui fait qu'un métier disparaît, mais ce qui va disparaître probablement en dernier, ça va être, ou qui va être central, si vous voulez, dans la disparition du métier, ça va être la capacité à former. Après, bon, les gens bricoleront, comme on fait sur certaines machines, mais ça sera du bricolage, ça sera plus à titre professionnel et vraiment très très établi, comme ça pouvait l'être il y a 60 ans ou plus. Deuxième anecdote, toujours au début des années 2000. Bon, je n'ai plus en tête l'année exacte. Quand je dis au début des années 2000, c'est entre 2000 et 2005. Je me souviens que le Club Med One ou le Club Med 2, je crois que c'est le Club Med 2, le tout. Alors c'est un voilier de près de 200 mètres, plus de 180 mètres de long, avec 5 grands mâts de plus de 40 mètres. Il a des moteurs propulsion auxiliaires qui servent pour les manœuvres et aussi quand il n'y a pas suffisamment de vent, mais enfin c'est un voilier.
Et donc ce voilier a fait escale à Fort-de-France et je suis invité à bord par un des officiers, hein, que je connaissais par ailleurs, enfin je connaissais son père, et il me fait visiter la passerelle. Bon, c'était un compatriote, hein, comme on dit. Donc on discute de l'île, enfin de notre île, hein, de la Corse, et puis on discute aussi du métier, du sien. Et puis je lui ai demandé comment il faisait avec les voiles, hein. Il était notamment chargé de la conduite des voiles, comme on dit, c'est-à-dire chargé des voiles, de la propulsion à voile. Et comment il faisait, dans la mesure où il n'avait pas appris à se servir de ça, en tout cas pas appris à l'école nationale de la marine marchande, où il avait suivi sa formation. Et là, il me dit en fait qu'il avait été obligé de se débrouiller. Et il s'est débrouillé non seulement parce qu'il n'y avait plus de grands voiliers transatlantiques depuis près d'un siècle. Alors il existe quelques navires écoles, hein, mais qui sont des navires d'État en quelque sorte, hein, pour former des officiers de la marine marchande ou des officiers des marines nationales, je sais pas, au Mexique, en Russie, etc. Mais il en existe très 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 peu. Il n'y a plus de formation à caractère professionnel. Oh, plus de formation en France, ça c'est clair, mais il n'y a plus de formation à caractère professionnel pour de tels voiliers. Enfin, des voiliers de cette dimension, il faut dire que c'est vraiment exceptionnel, des mâts de près de 50 mètres, plus de 40 mètres, 5 grands mâts, 200 mètres de long, c'est vraiment une bête énorme, hein, ce Club Med 2. Donc plus de formation, mais il y a un deuxième aspect, c'est que les 6 ou 7 grandes voiles qui servent donc à la propulsion, hein, du navire, ne sont plus manœuvrés par les équipages, mais en fait par des moteurs auxiliaires, là aussi, qui sont placés dans la mâture, qui servent à enrouler les voiles, à les dérouler, etc. Il y a des moteurs qui servent à orienter les mâts, et tout ça c'est commandé, ou du moins assisté par informatique. Donc plus personne ne monte dans les voiles, en tout cas pas en manœuvre, et pas pour la manœuvre. Et d'ailleurs, bon, ça peut être un peu dangereux de faire une chute sur le pont de 40 ou 50 mètres, hein, c'est quand même 40 mètres pour vous donner une idée, c'est un immeuble d'au moins 15 étages, hein, facile. Donc c'est des dangers même énormes. Et en fait, tout est commandé par informatique. Donc, alors voilà, je livre cette anecdote sans vouloir conclure, hein, ou du moins j'ai ma petite idée, mais je trouve que c'est un exemple curieux et à la fois intéressant, à au moins 2 titres, même si on ne peut pas généraliser, hein, mais puisqu'on parle des métiers qui disparaissent et des métiers qui émergent. Voilà un exemple. On a premièrement un métier qui disparaît à cause de l'évolution technologique, qui fait finalement disparaître l'objet même du métier. C'est la même chose aussi pour les moteurs à vapeur. Le moteur à vapeur est supplanté par le moteur à fuel, qui est supplanté ou qui fonctionne aussi en concurrence avec des turbines, etc. Pourquoi pas des moteurs électriques, hein, notamment il y a des installations de ce type-là sur le Queen Mary 2, où le Queen Mary est propulsé par des moteurs électriques qui sont alimentés par une grosse centrale électrique diesel qui est installée dans le cœur même du bateau, mais les hélices sont propulsées par des moteurs électriques, si vous voulez. Donc on met de côté totalement l'aspect moteur à vapeur traditionnel, donc ça disparaît, et donc l'évolution technologique fait que les gens qui travaillaient avec ça ou qui enseignaient le moteur à vapeur et qui pouvaient éventuellement avoir à s'en servir, les métiers disparaissent. Parce que l'objet même du métier, le moteur par exemple, ou le voilier par exemple, a disparu. Puis il y a un deuxième aspect, c'est que dans certains cas, et là c'est plutôt l'exemple du Club Med 2, dans certains cas un métier peut en partie revivre. Si l'objet renaît. C'est-à-dire que, pour des raisons qui ne sont plus des raisons de transport de passagers stricto sensu d'un point à un autre, qui ne sont plus des raisons de transport de marchandises, mais des raisons plutôt touristiques. Hein. Le Club Med 2, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un établissement de vacances, hein. Un peu particulier, mais c'est un club de vacances. L'objet renaît pour une activité de tourisme, qui n'est plus l'activité antérieure. Et dans le cas du Club Med 2, on a la même conjonction, hein, de ça. On a la disparition de l'utilisation professionnelle de la voile,
et donc des métiers traditionnels qui vont avec. Donc on ne sait plus conduire, comme on disait, une voile ou des voiles, ou un navire à voile. De grandes dimensions, non, bien sûr, il y a eu le développement de la voile de plaisance, et de même avec des voiliers relativement grands, mais là il s'agit quand même d'un voilier de 5 mâts, de près de 50 mètres chacun, et d'une longueur de 200 mètres. Hein. Vous voyez ce que ça fait dans le port de Fort-de-France, c'est pas négligeable du tout. Donc il y a cette conjonction de la disparition d'une utilisation professionnelle de la voile et la disparition des métiers traditionnels qui vont avec. Et puis on a une sorte de nouveau métier, même si c'est pas quelque chose qui va forcément se répandre, avec l'émergence de nouvelles technologies pour l'utilisation et le réglage des voiles. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je souhaitais faire pour dire qu'il peut y avoir des métiers qui ressuscitent. On a vu certains métiers qui vont ressusciter pour des raisons de loisirs ou d'amateurisme, etc. Je pense notamment à l'équitation, etc. Enfin, aux métiers qui tournent autour du cheval. Il y a d'autres exemples qu'il faudrait rechercher, j'en ai pas en tête. Mais là, voilà, c'est un exemple qui me vient sur tiré de la navigation de la marine marchande, où effectivement on peut avoir, bon, c'est vraiment exceptionnel, des métiers qui ressuscitent en quelque sorte. Alors cette approche par métier, elle est intéressante en tant que telle, hein, dans la mesure où elle permet de compléter l'approche chronologique et spatiale hein, qu'on a évoquée précédemment, et aussi dans la mesure où elle permet de préciser hein, les cibles du marketing RH. C'est le but. Donc on complète en quelque sorte par une approche par métier l'approche chronologique et spatiale qu'on a vue. Mais cette approche, elle est également intéressante parce qu'elle semble durable. Vous vous souvenez qu'une de mes préoccupations et une de nos préoccupations, c'est que au fond, on ne sait pas dans les activités qu'on traite hein, en matière de ressources humaines, hein, je parle, ce qui est durable dans ce qu'on étudie et ce qui relève plutôt de l'effet de mode. Est-ce que dans 10 ans ou dans 20 ans, les choses dont on parle maintenant existeront encore et mériteront d'être enseignées, par exemple? Eh bien, il me semble hein, que la question du cycle de vie des métiers est un des concepts appelés à durer en matière de ressources humaines. Alors bien sûr pour le marketing RH, mais peut-être que le marketing RH ne durera pas autant que les métiers, il changera peut-être de forme, d'objet, etc. Mais par exemple pour la formation professionnelle, la question des métiers est une question importante. Comment on qualifie les gens, comment on va les certifier, etc. C'est une question toujours importante hein, et depuis des dizaines d'années. Donc cette question de qualification professionnelle et de certification professionnelle est importante pour les entreprises. Savoir que les personnes qui sont embauchées ben, savent vraiment faire tel ou tel travail. Et puis après, bon, l'entreprise va spécialiser éventuellement la personne, etc. Mais à la base, il faut que ce soit net et précis, hein, qu'il n'y ait pas trop d'ambiguïté sur la valeur des certifications, la valeur des diplômes en particulier. Il peut y avoir aussi, en termes de rémunération, un intérêt à repérer les métiers émergents, parce que c'est les métiers non seulement où il va falloir se diriger en termes de formation, mais c'est les métiers qui, en tout cas de manière transitoire, tant que les effectifs sont très faibles dans ces métiers, vont certainement être des métiers très bien payés, etc. Il va y avoir des conséquences sur la rémunération. Donc vous voyez que c'est la notion de métier, de cycle de vie des métiers, est un concept, comme je l'indiquais, à mon avis, appelé à durer, en tout cas en matière de ressources humaines. Et puis cette notion même de métier, hein, je rappelle qu'elle est elle-même assez stable, hein, puisque on la connaît dans son état actuel. Alors les métiers en eux-mêmes ont changé, mais la notion même de métier est bien connue, bien stabilisée depuis la fin du 19e siècle, hein, notamment avec une loi de 1884 hein, qui a formalisé cette notion de métier au sens large. En fonction du degré de maturité des métiers, l'entreprise peut adopter différentes stratégies. Je renvoie ici, hein, dans cette diapositive, à un tableau détaillé extrait de l'ouvrage de Briet et Gavoil que j'ai déjà cité sur le marketing RH.
Justement, voici la référence du tableau dont je viens de parler, avec quelques documents à étudier, attentivement bien sûr, et à connaître, et en particulier les 4 premiers documents qui portent sur ce qu'on vient de voir. Bien sûr, en premier lieu, on a le tableau détaillé intitulé Stratégie RH par degré de maturité du métier, de Franck Briet et de Franck Lavoile. Alors, ce tableau, qui était schématisé dans la diapositive précédente, décrit sommairement pour chaque stade du cycle des métiers, métiers émergents, nouveaux métiers, métiers en survie et métiers perdus. D'une part, les problématiques rencontrées par la firme quand elle est confrontée à ce type de métier. D'autre part, les stratégies qu'elle peut adopter à court terme et à moyen et long terme pour essayer de remédier aux problèmes qu'elle peut rencontrer vis-à-vis de ces métiers. Alors le tableau, bien sûr, complète cette diapositive et les diapositives précédentes. Le deuxième document, c'est une fiche de cours que j'ai rédigée qui prolonge également l'approche par métier ainsi que la diapositive sur les différents stades du cycle de vie des métiers. Troisième document, c'est un article qui rend compte d'une étude conduite par le réseau social LinkedIn sur les métiers émergents en 2019. Alors, un article très très intéressant. Alors, il y a beaucoup d'articles et beaucoup de références sur les métiers émergents. C'est un de ces articles qui est intéressant à lire et qui, pour une part, confirme les idées qu'on peut avoir en tête sur cette question. Donc un article intéressant à lire. Quatrième document, c'est un article de Guillaume Brégéras intitulé Le regain de tension sur certains métiers digitaux. Cet article est également intéressant car il confirme lui aussi, s'il en était besoin, que le marché du travail n'est pas homogène et que malgré la situation de chômage de masse, certains secteurs, et en particulier bien sûr le digital, puisque c'est l'objet de l'article, accuse un net déséquilibre avec un nombre d'offres d'emploi supérieur aux demandes, ce qui se traduit par une augmentation des prix, ici en l'occurrence, une augmentation des salaires proposés aux travailleurs du digital. Et enfin, un cinquième document, qui est un article de Philippe Escande et Sandrine Cassini, paru dans Le Monde au début 2020, qui évoque notamment les difficultés de recrutement que connaissent les entreprises du numérique françaises. Donc c'est un article aussi à lire pour avoir une idée un peu plus nette, si vous voulez, de l'environnement concernant à la fois les différents métiers, à la fois les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises en matière de recrutement. On poursuit avec cette diapositive sur quelques applications. Alors je lis avec vous. Donc à partir de recherches à faire sur le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, à quelle catégorie du classement de Briet et de Lavoile, métiers émergents, nouveaux métiers, métiers en survie positive et métiers perdus, appartiennent selon vous les métiers suivants? Alors, on retrouve le métier de forgeron. J'ai ajouté un métier qui est celui d'happiness officer. Donc vous essayerez de trouver ça, si ce métier existe. C'est un métier qui se développe en particulier dans les fameuses entreprises où il fait bon travailler, Great Place to Work. On a ce type de métier. Alors je ne sais pas, je n'ai pas vérifié s'il était déjà recensé ou si c'était véritablement un métier émergent pour lequel il n'y a pas de formation ni de diplôme. Le cas échéant, regardez également dans le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, le ROM, si ce métier est recensé. En maréchal ferrant, donc, qui est également un métier, comment dirais-je, à rechercher dans le répertoire national des certifications professionnelles. Et quatrième métier, risk manager. C'est également un métier qui se développe, semble-t-il, tous azimuts d'ailleurs, puisque la notion de risque que courent les entreprises prend différents aspects. Ça peut être des risques technologiques, des risques liés à l'informatique, des risques liés aux produits
ou services distribués par la société, donc essentiellement donc des risques vis-à-vis de la clientèle, des risques juridiques aussi. Bien sûr, on est dans une période de pandémie, donc je pense que le risk manager doit être sur le pont aussi pour essayer d'évaluer ce type de risque, etc. Donc rechercher si ce type de métier existe déjà dans la nomenclature, si vous voulez, française des métiers. Alors, dans le RNCP et dans le ROM, vous voudrez bien chercher, trouver et décrire le métier que vous exercez actuellement, ou à défaut les métiers que vous avez exercés ou que vous souhaitez exercer avec votre MBA RH. L'idée, c'est de se familiariser avec ces deux répertoires, hein, et en particulier le répertoire national des certifications professionnelles qui a été réformé et qui a été absorbé par l'agence France Compétences, qui a été créée par la loi du 5 septembre 2018 sur la formation professionnelle, la loi dite Avenir professionnel. Donc ce répertoire national des certifications professionnelles est intéressant, un peu difficile à manipuler, hein, c'est pour ça que je vous invite à le faire. Et jeter aussi un coup d'œil sur le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, le ROM, qui est le répertoire sur lequel s'appuie Pôle emploi. Alors ces deux répertoires recensent des centaines et des centaines de métiers et comprend notamment des fiches métiers. Et ça c'est intéressant en particulier pour formuler des offres d'emploi, hein, si vous êtes en RH en entreprise, ou même pour formuler des demandes d'emploi ou adapter vos curriculum vitae, le cas échéant, aux demandes d'emploi auxquelles vous pouvez répondre, aux offres d'emploi, pardon, auxquelles vous pouvez répondre. Donc ce sont des répertoires importants à connaître, notamment de ces points de vue-là. Enfin, je termine rapidement sur une approche, hein, qui est l'approche complémentaire en fonction de l'activité humaine. Pour identifier les cibles du marketing RH, vous vous souvenez de qui parle-t-on? C'est bien la question qu'on se pose, hein, depuis un petit moment dans cette grande section relative aux cibles du marketing RH. On a vu dans un premier temps les cibles selon leur position chronologique et spatiale vis-à-vis de la firme. On a développé à travers différents aspects l'approche du marché du travail. Et dans cette dernière approche, on a parlé de la notion de marché du travail, justement. Puis l'approche en fonction des différents métiers, complétant la notion de marché du travail. Et enfin, je voudrais évoquer rapidement une autre approche en fonction de l'activité humaine. Alors, vous trouverez en complément de cette diapositive un tableau extrait d'un ouvrage de Cécile Dejoux et Maurice Thévenet, deux auteurs spécialistes, hein, bien sûr, des ressources humaines. Ce tableau est très intéressant pour ce cours et plus généralement pour la gestion des ressources humaines. C'est un outil supplémentaire, hein, pour vos études en RH, en particulier dans le domaine du langage et de la terminologie, hein, de cette discipline. J'ai eu l'occasion d'indiquer, hein, la nécessité de bien connaître les termes fréquemment utilisés en RH, c'est vraiment un aspect fondamental. Alors bien qu'il ne donne pas de définition, l'intérêt de ce tableau est de positionner quand même certaines notions dans leur contexte ressources humaines. Ce sont des notions tout à fait générales, hein, comme vous le voyez, en tout cas des termes qui peuvent prêter à confusion puisqu'ils sont partagés avec tout un tas d'autres matières, tout un tas d'autres disciplines. La notion d'aptitude, la notion de qualification, la notion de compétence, la notion de talent, ce sont des termes que tout le monde ne définit pas de la même manière. C'est important de pouvoir essayer de les définir de la même manière et surtout de voir leur portée, hein, c'est l'objet du tableau que je vous propose, de pouvoir examiner leur portée dans un contexte ressources humaines. Alors, ces notions sont importantes, hein, car elles vont permettre de compléter l'identification des cibles du marketing RH, le fameux de qui parle-t-on. Et ça va permettre de compléter, hein, cette identification par les qualités qui seront demandées par les firmes aux candidats, aux futurs collaborateurs et aux collaborateurs d'ailleurs.
On va leur demander des aptitudes, des qualifications, des compétences et quelquefois des talents. Alors voilà la référence de ce document dont on vient de parler. Vous verrez qu'il y a une progression dans ces notions d'aptitude, de qualification, de compétences et de talent. Il y a une sorte de progression, si vous voulez, de l'aptitude au talent. On part dans le système taylorien de la fin du 19e siècle de la notion d'aptitude au travail, si vous voulez. Et puis on évolue progressivement depuis 150 ans environ de l'aptitude vers la notion de talent. Alors, l'extrait, hein, le tableau est extrait de cet ouvrage de Dejoux et Thévenet dont vous voyez les références, qui s'appelle la gestion des talents. Bon, ça va nous offrir justement une transition toute trouvée pour la section suivante qu'on va aborder ensemble, à savoir justement à l'intérieur de cette identification du comportement des cibles, on va regarder le cas particulier des talents.